Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi, je suis actuellement à Nice, chez Palf, qui sont grosso modo les pros, les geeks de la pédale. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est pas du tout mon domaine de compétences, donc je pense que j'ai pas mal de choses à apprendre ici en compagnie de Alex, que je vais laisser se présenter. Ouais, carrément, merci. Bienvenue Chloé, je suis vraiment content de te recevoir, c'est vraiment sympa de faire cette collab. Du coup, oui, comme tu l'as si bien dit, on adore les pédales d'effet. Et voilà, bon, ça vient aussi de mon passif. Moi j'ai une marque qui s'appelle Anna Sound, j'ai monté ça avec Magali et aujourd'hui on a une belle petite équipe où on fait du son. Super. Voilà, notre métier c'est de faire des pédales d'effet. Okay. Et je suis très content qu'on fasse cette collaboration, ça me fait plaisir. Moi aussi. Et qu'on puisse parler de quand même Gilmour. Tout à fait, exactement. C'est quand même un très beau chapitre dans la musique et je suis contente de te recevoir chez Palf pour qu'on puisse parler de ça. C'est pour ça d'ailleurs que je suis ici, c'est pour parler d'un groupe légendaire qui s'appelle Pink Floyd. Donc je leur ai lancé un défi un petit peu compliqué, je pense, qui est de concocter... Un tout petit peu compliqué. qui est de concocter un pedalboard pour sonner comme Monsieur Gilmour. Donc voilà, comment ça s'est passé ? Galère. Merci Chloé. Voilà. La prochaine fois je ferai plus simple, c'est promis. Donc déjà voilà, on n'a pas le son Gilmour, c'est pas possible. On va essayer de s'en rapprocher un petit peu. Je ne joue pas comme Gilmour, donc ça tombe bien, on va dire. Tu t'en sors très très bien. De ce que j'ai entendu, franchement, voilà, je pouvais voir sur sa chaîne si vous suivez, elle a fait quand même quelques vidéos avec des covers de Gilmour qui envoient du très très lourd. Et oui, le son Gilmour, tu m'as vraiment posé une colle parce que finalement, on en reparlera, mais c'est un son qui évolue chaque année. Exactement. Dans toute l'histoire de Pink Floyd. Il y a eu beaucoup d'années. Il y a eu beaucoup d'années, 30 ans je crois de carrière. Ouais. Donc voilà, c'est pas facile, mais je pense que quand même on a un truc sympa à présenter aujourd'hui. Je pense aussi, j'espère, on va tester tout ça en tout cas. Et on va parler dans une première partie sur ma chaîne un petit peu de l'historique du groupe, de la discographie, raconter quelques anecdotes. Et on va aborder dans une deuxième partie qui sera sur leur chaîne Palf. On va rentrer un petit peu plus dans les détails en fait et on va vraiment tester le pedalboard, les pédales, etc. On va parler matos quoi. Donc pourquoi j'ai choisi les Pink Floyd ? Tout simplement parce que Gilmour c'est mon influence guitaristique numéro 1. Ouais, ça se voit dans la Stratocaster, quoi. C'est vraiment ton style de jeu. Exactement, David Gilmour, donc Pink Floyd. Tu as été bercé par ça en fait. C'est ça, mon père écoute beaucoup de rock, c'est pas un musicien mais c'est un vrai mélomane et du coup tout le temps à la maison j'écoutais beaucoup de Pink Floyd. Et voilà, Gilmour j'ai la sensation qu'il a vraiment impacté ma façon de jouer et en plus l'approche que je souhaite avoir de la musique. Puisqu'il est dans une approche qui est très musicale, expressive, etc. Et on va dire que c'est plus ou moins grâce à lui que j'ai compris que je voulais pas jouer que des notes, mais que je voulais avant tout essayer de transmettre quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai que l'importance du silence, l'importance de... Exactement, ouais. Finalement, t'as l'impression que limite, il a improvisé à chaque fois, alors que... Enfin, il était dans le mouvement. C'est ça, mais d'un côté, il improvise et en même temps, tout est très calculé, tout est super soigné, t'as limite une structure d'opéra, en fait. Voilà, c'est assez monstrueux pour quelque chose qui paraît simple et ça assez pas du hippie. Tout, c'est ça. Je pense que ce serait bien qu'on présente tout simplement le groupe Pink Floyd. Si tu connais les musiciens qu'il y a dedans, présente-nous un peu des... On aime bien les anecdotes croustillantes sur Palf par rapport aux musiciens. Déjà, on peut dire que les Pink Floyd, ils ont eu deux phases, on va dire. La première, elle commence en 65 en Angleterre avec Syd Barrett au chant, Roger Waters à la basse, Richard Wright au clavier et Nick Mason à la batterie. Et à l'époque, du coup, ils sont plus dans du rock qui est psychédélique. Donc ils vont commencer à connaître un succès modeste dans les années qui suivent. C'était complètement l'album que j'ai le moins aimé, quoi. C'est assez particulier. C'est assez tranché les avis. Il y a ceux qui adorent l'époque de Syd et d'autres qui sont moins fans, quoi. C'est particulier, voilà. C'est le rock psyché du coup. Exactement, psyché, Donc il y a le chanteur Syd Barrett qui va être un peu victime de ce succès et qui va commencer à consommer trop de drogue. Et voilà, il va C'était quoi sa petite drogue ? Je crois que c'était le LSD. Le LSD, donc c'est une rockstar quoi. C'est une rockstar, voilà. Une rockstar. Donc après 3 ans de carrière, le mec il se flingue. Voilà, c'est ça. Je sais pas quel âge il avait, mais... c'était pas terrible. Enfin voilà, c'est ça le problème du rock'n'roll, mais n'abusez pas de la drogue. Jamais, surtout pas. Et donc voilà, il va être amené à quitter le groupe assez rapidement parce qu'il a des problèmes du coup de comportement, dépression nerveuse, etc. Ouais, c'est dur. Et il va être remplacé en 68 du coup par Monsieur Gilmour, qui avec son arrivée va complètement changer l'identité du groupe parce qu'ils vont un peu bifurquer vers du rock qui est beaucoup plus progressif. Ouais, complètement. Ils ont l'air d'être les précurseurs de ce genre. Totalement, ils sont considérés un peu comme des représentants dans ce style, quoi. Petite casquette de VRP, moi là c'est Pink Floyd, je fais du grand prog. C'est ça, un morceau de 15 minutes. C'est ça, c'est normal, un album qui n'est qu'un seul morceau en fait. Exactement, mais c'est génial d'ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que Pink Floyd, à chaque fois que j'écoute un album, je l'écoute en entier. Et
C'est un des rares groupes avec lequel voilà, j'ai envie d'écouter de A à Z. C'est une réflexion que je me suis faite parce que en fait, Pink Floyd, c'est un groupe que j'écoutais plus depuis un petit moment. J'écoutais ça vachement au début. J'avais un copain à l'université qui adorait ça. Donc chez lui, tu vois, il avait le tapis, enfin l'espèce de tapis qu'il mettait sur le mur avec tous les dessins psychés et tout. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas un groupe que t'écoutes sur Spotify en mode aléatoire. Pas du tout. Non, c'est une musique que t'écoutes quand t'es posé chez toi, voilà, que tu prends le temps d'écouter. Je me mets The Wall et j'écoute The Wall. Tu fais que ça. Ouais. Non mais je vois complètement ce que tu veux dire. Et du coup voilà, avec l'arrivée de Gilmour, il va aussi changer radicalement les compos du groupe. Et faut savoir qu'à partir de ces années-là, entre 68 et 79, ils vont sortir presque 10 albums il me semble. Donc voilà, autant te dire qu'ils n'ont pas dormi. Mais que des succès en plus. Bah ouais, quasiment. Des très gros succès parce que ils vont connaître un succès fulgurant dans le monde entier. Avec notamment des albums comme Dark Side of the Moon, The Wall, etc. Ouais. Et Dark Side of the Moon qui est toujours aujourd'hui le 3e album le plus vendu de tous les temps. Et The Wall qui est le double album le plus vendu de tous les temps. Donc ils ont vraiment battu des records. Donc ça explique bien pourquoi t'adores les Pink Floyd. Mais ça explique en partie, En fait il y a un succès commercial mais en même temps ils ont gardé leur âme, comme on pourrait dire, c'est pas commercial. Ouais, et c'est ça qui est beau en fait. Ils avaient vraiment leur identité et ils innovaient tout le temps quoi. Ils ont inspiré énormément d'artistes, que ce soit David Bowie, Radiohead et j'en passe. Bon, et je pense qu'on peut parler son. On va parler un peu plus son et David Gilmour parce que je pense que sur les Pink Floyd sinon il y a un milliard de choses à dire. Ils sont tous là en train de dire bon alors le double bend c'est quand Non, je veux que t'en parles. Du coup nous on va principalement s'intéresser à cette période de 68 à 79 en reprenant des morceaux de Dark Side of the Moon, de The Wall et de Wish You Were Here. Ouais, c'est les 3 albums sur lesquels tu m'as posé le défi parce que exactement. Faire tout Pink Floyd ce n'est pas possible. C'est compliqué ou alors la vidéo va durer 5 heures. Déjà que là on a un pedalboard ultra massif, j'ai jamais fait un pedalboard aussi gros de ma vie, en tout cas pour Palf. On a intérêt vraiment à se focus sur un sujet. D'ailleurs, Dark Side of the Moon jusqu'à The Wall, David Gilmour il a quand même vécu pas mal de changements et de révolution dans son son, donc c'est déjà là-dessus c'est pas facile. C'est clair. Donc déjà c'est bien de se focus sur les années 70 pour commencer. Puis comme tu me disais, parfois dans un même morceau il y a plusieurs sons différents quoi. Ah ouais, c'est l'horreur. Et ça c'est ils changent du tout au tout comme ça en un instant. Et c'est pour ça que on n'a pas l'imprétention de faire exactement ce qu'ils ont fait à l'époque. On va essayer de s'en rapprocher au mieux. D'ailleurs je pense que David Gilmour, on pourrait faire 10 épisodes sur Palf. On pourrait y passer l'année. Bah oui, t'es la bienvenue carrément. Et donc c'est pour ça là c'est une parenthèse du son de Pink Floyd, je pense qu'on pourrait le dire comme ça. Donc pour résumer un petit peu le jeu de Gilmour, je pense que ce qui a fait un peu sa réputation, c'est son approche expressive, comme je disais, et son contrôle mélodique qui est assez incroyable, quoi. Ah oui. Et je trouve, je sais pas pourquoi, je fréquente quand même beaucoup de musiciens, et j'ai l'impression que c'est ce guitariste qui met un petit peu tout le monde d'accord, en fait. Ouais, en fait, tu peux ne pas apprécier d'écouter la musique Pink Floyd tout le temps. Mais par contre, tu peux rien dire sur le jeu du guitariste, quoi. Voilà. Et je pense que tu pourrais nous raconter en quoi il est vraiment bon. Ouais, parce carrément. Parce que ça, c'est quand même... Il a inventé des techniques avec des effets, mais aussi des techniques de jeu, et je pense que c'est ça qui est intéressant de voir aujourd'hui. Pour, on va dire, résumer ça en 3 points, je pense que d'abord, Gilmour, c'est un guitariste qui est minimaliste, qui est très précis et soigné dans son jeu, qui va beaucoup jouer avec le silence, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et il va vraiment faire en sorte que chaque note qu'il joue compte, en fait. J'ai l'impression que rien n'est laissé au hasard, qu'il pense vraiment à comment il place ses plans par rapport aux accords qu'il y a derrière également. Et que voilà, tout est bien calculé pour que ça soit juste parfait à la fin, quoi. Mais c'est ça, parfois, je sais plus si c'était dans Shine On Crazy Diamond, tu sais que ça va arriver, mais il te laisse au moins 4 mesures de retard. Exactement. Il dit attends un petit peu, je vais te l'envoyer le riff. Et ça c'est frustrant en fait. C'est ça qui fait que c'est si puissant, parce que c'est aussi des morceaux de rock prog, donc du coup c'est des très longs morceaux avec lesquels tu as le temps de laisser une intensité, un crescendo monter, etc. Et du coup, ça fait qu'ils sont d'une puissance, et sur Gilmour, enfin, j'ai beau les avoir écoutés 400 milliards de fois, ça me fait toujours le même effet, quoi. Bon, je suis pas très objective aussi, je pense, parfois, mais... Ouais, bah c'est ton truc, on l'a compris, hein, ça c'est pas grave. Après, deuxièmement, au niveau de sa spécialité, c'est qu'il fait des double bends, en fait, qui sont des bends de 2 tons. Moi, j'appelle ça les bends de la mort, parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal aux doigts, c'est super dur. Je me suis flingué les doigts hier soir pour essayer de te faire les sons. C'est le gars qui joue jamais. C'est une horreur. Ah, mais ça fait mal, même quand tu joues souvent, ça fait très mal aux doigts. D'ailleurs, tu m'as avoué que tu fais quelques slides. Hein. Oui, je fais quelques slides. Je préfère sonner juste que tenter de faire du Gilmour. Et ne soyez pas vaches en commentaire, parce que franchement, j'ai bien envie de vous voir faire ces double bends. C'est pas évident. Je vous lance le défi. Et ensuite, troisièmement, au niveau des gammes, encore une fois, on est sur quelque chose d'assez simple, puisque la plupart du temps, il est sur des gammes pentatoniques, ouais, c'est vrai. avec des plans majoritairement blues.
en fait. Ouais, mais faut la faire comme lui. Faut la faire comme lui, exactement. Mais c'est ça toute la magie de Gilmour, quoi. C'est des choses simples mais extrêmement bien faites, je C'est pense. vrai que ça change du prog actuel où les gars ils vont chercher des figures rythmiques monstrueuses avec des gammes, tu sais pas d'où elles sortent, et un tempo accéléré à tout va, mais lui non, il dit vas-y je prends une penta mineure et je t'éclate. Ouais, exactement. C'est assez incroyable, ouais. Et maintenant pour parler un peu plus de matos, Gilmour il est surtout connu pour jouer sur sa Black Strat, bien qu'il ait eu plusieurs guitares. Ouais. Donc une Strat qui était avec 3 micros simples, qui a une particularité d'avoir un petit switch qui permet d'activer en fait en permanence le micro au manche. Ah c'est celui de manche, ok. Ouais. Ok. Et d'ailleurs cette guitare qui a été vendue 3 millions de dollars. Ouais, c'était quand il y a 1 ou 2 ans je crois, non? Ouais. Il y a eu une vente aux enchères monstrueuse, 3 millions pour une guitare. Voilà, incroyable. Donc la fameuse Black Strat, alors moi je me suis basé sur le site qui s'appelle Gilmourish, que je vous invite à voir. Et c'est vrai qu'apparemment sur les 3 albums que tu m'as demandé d'analyser, il l'a gardé du début à la fin, quoi. Ouais. Mais il avait aussi d'autres guitares, je me rappelle plus des modèles, mais c'est vrai que c'est sa guitare, quoi. C'est sa guitare, ouais, fétiche, on va dire. Et après, au niveau des pédales, là, je m'y connais un peu moins. Je sais qu'il est associé à certaines pédales comme la Big Muff d'Electro Harmonix. Ouais. Et encore ça, c'était à la fin. C'était à la fin? C'était années 78, 19, c'est quelle année The Wall? 79? The Wall, 79, il me semble, ouais. 79. Donc c'est là que la Big Muff Ramsed a fait partie de son pedalboard. Mais il y a eu beaucoup de fuzz avant. Moi, c'est ce que je retiens de Gilmour au niveau du matos, c'est qu'en fait, t'as quelqu'un qui est très ouvert. Ouais. Je pense pas que, tu vois, à chaque fois on le caractérise de génie. Alors certes, au niveau musique, c'est un dieu vivant, mais je pense que finalement, en fait, ça a été quelqu'un de très ouvert. Et c'est ça qui a été fort parce que il a eu cette capacité à s'entourer des bonnes personnes et à tester tout ce qui sortait. Et donc au niveau des fuzz, sur les 3 albums, en fait, il y a 3 fuzz différentes. D'accord, ok. Donc, Et il travaillait avec un créateur d'effets, j'ai vu Pete Cornish. Pete Cornish. Alors, Pete Cornish, à l'époque, c'était un guitar tech qui s'est mis à modifier du matos et à inventer aussi des choses. Ok. Et c'est ce qui a fait que sur The Wall, encore une fois, c'est là où il y a eu beaucoup de matos de Cornish. Je crois que sur Wish You Were Here aussi, il avait fait une modif de sa Fuzz Face. D'accord. Mais Pete Cornish, lui, sa force, finalement, c'était de lui faire des pédalboards tout intégrés. Okay. Bon, en fait, il lui calait toutes ses pédales dedans. Et Gilmour, il avait juste appuyé sur un foot switch et ça activait tous les sons qu'il fallait. Donc voilà, Pete Cornish, il lui a vraiment simplifié la vie sur scène. D'accord, ouais. Il lui a fait plusieurs versions aussi, je crois, de son pédalboard. Ouais, ça a tout le temps évolué et il lui a modifié toutes ses pédales pour avoir exactement le son qu'il voulait parce que voilà, il avait une idée très précise du son et il a été ouvert sur plein de choses. Et je pense qu'il a eu aussi l'opportunité de vivre une révolution dans le son. C'est-à-dire que tu vois, on va en reparler, mais il y a eu la création de la phase 90, qui est donc le phaser d'époque, qui lui a permis de retrouver son son sur Shine on Crazy Diamond. La Electric Mistress de Electro Harmonix, c'est son flanger. Enfin, tu vois, il y a eu plein de choses. Je pense que ça a été une belle période. Donc son pédalboard est plutôt chargé? Ou pas tant que ça, finalement? Pas tant que ça. Et il avait surtout des gros systèmes sur rack, mais ça c'est venu après. Il en avait 5 ou 6, c'est surtout les amplis qui c'était monstrueux. Oui, il jouait sur iWatt et il y en avait je sais pas combien sur scène. Il y en avait beaucoup. Et surtout, en fait, il a expérimenté tout ça, c'est qu'il a mélangé le iWatt avec du Fender. D'accord. Alors là, pareil, ça dépend des époques. Il y avait du Twin Reverb. Je sais pas si tu connais le Silverface Twin Reverb. Ouais. C'est un ampli qui a 100 watts, qui t'arrache les dents quand tu le mets parce qu'il le met tout à burn. L'époque aussi voulait que les amplis, tu mets tout à fond. Et donc, ils avaient ce son-là en cumulant les amplis. D'accord. Et c'est pour ça que ça va pas être facile aujourd'hui parce que le son d'un ampli poussé jusqu'à ses retranchements et repiqué après avec des micros particuliers, enfin, c'est pas évident. Ouais, pour reproduire ça sans tous ces amplis, ça doit être compliqué quand même. C'est vraiment compliqué. Puis aussi, il avait plein de câbles différents. Il avait une cabine Leslie. Je sais pas si tu connais ça. Ah oui, c'est un dispositif avec des haut-parleurs pour recréer un effet de vibrato. C'est ça, ouais, de vibrato, de vibe. En fait, c'est le haut-parleur qui tourne sur lui-même. Ok. Ou alors, dans le cas de la vraie Leslie, je sais pas s'il avait la vraie ou parce que j'ai vu qu'il avait juste un haut-parleur avec le haut-parleur qui tourne. Sinon, parfois, c'est juste le mouvement d'air. Enfin, c'est un peu particulier. Okay. Et donc, ce dispositif-là, il te permet d'avoir un son vraiment psyché, quoi. Ouais. Et il mettait tout ça en parallèle, en fait. Et c'était jamais éteint, c'était toujours là. C'est ça qui donne le son très atmosphérique, quoi. C'est ça. Ok. Il avait aussi les chambres d'écho Ecorec. Winson Ecorec. Oui, j'ai vu ça, Délé Band. Voilà, Délé Band. Enfin, il avait du matos. Ouais, il avait du matos. Et il avait aussi le meilleur matos d'époque, tout poussé à burn, sans avoir de limitation sur scène au niveau du volume. Et ça, c'est ouf. Tu m'avais raconté une petite anecdote, il me semble que c'était toi, comme quoi il vérifiait avant chaque concert tous les amplis. Et il y a une histoire comme quoi il se rend compte des problèmes avant même que les techs... Et je sais plus sur quel morceau c'était soit une tête d'ampli, soit une pédale. Il avait un truc qui était mal réglé, le guitar tech n'entendait pas. Et lui, il a entendu. Lui, il a entendu.
Le Guitar Tech l'a débranché, il est parti l'emmener en backstage et est revenu avec le même truc, je crois que c'était un ampli. Ok. Il l'a rebranché et il a dit tu te fous de moi. Oh, le malade quoi. Je crois que le gars il a dû présenter ses excuses, il est parti en rampant et il est jamais revenu quoi. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il était très minutieux en tout cas au niveau du son. Et j'avais entendu également une anecdote comme quoi j'ai eu la chance de le voir en concert en 2016. Ah ouais. À Chantilly, qui est d'ailleurs la ville où j'ai grandi, donc pur hasard, n'importe quoi. L'humour qui passe juste à côté. Et en fait, il joue toujours c'était au château de Chantilly, et il joue toujours dans des lieux comme ça un peu ouverts parce qu'il déteste en fait l'acoustique des salles de concert. Ouais, quoi. Ouais. C'est ce qui fait qu'aussi il a jamais eu de reverb à proprement parler. Ah, il a pas de pédale, ouais. Il n'a pas de pédale de reverb. Alors nous on va en mettre, mais en fait comme tu dis, il a toujours joué avec l'acoustique des salles. Ouais. Et ça, bon bah ici, c'est pas fait possible. Ouais, bah non. Tu veux jouer avec l'acoustique d'une pièce avec 4 murs, ça va être compliqué Ouais, quoi. ça va être un peu bizarre. Ouais. C'est vraiment aussi la partie de la recherche où ils s'inspirent aussi de l'environnement qu'ils ont autour d'eux. Ouais. Donc je pense qu'on a déjà bien dégrossi le sujet. Totalement, ouais. On va peut-être passer à la partie plus technique. On va brancher les pédales. On va brancher les pédales, c'est ça. Et jouer un petit peu quand même, c'est le but. Ouais, bah ouais, carrément. On a quand même 5-6 morceaux. Ouais. Restez connectés, la suite c'est sur Palf. C'est sur Palf.